Pour cette première séance, qui sera introduite par Grégory, j'aimerais juste demander à Grégory de nous expliquer la fiche qu'il a faite pour aujourd'hui, parce que c'est de belles affiches et je n'y ai pas pensé la semaine dernière. Donc pendant que vous vous asseyez, que vous trouvez des places, on va laisser l'artiste s'exprimer. Non, c'est juste, on fait des séries d'affiches un peu inspirées par le type de production d'images en réseau de neurones. Donc là, c'est Norbert Wiener parce que, sans aucun doute, on va en parler. Oui. Première chose. Deuxième chose, la place de Norbert Wiener dans l'économie générale de la cybernétique me semble particulière en relation avec la question de l'imagination, puisqu'il a été romancier aussi. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on avait décidé de prendre un peu cette figure tutélaire, un peu de Norbert Wiener, mais il y en a bien d'autres dont va nous parler Mathieu. Donc j'avais prévu de faire mon introduction en anglais, mais je vais la faire en français puisque Reza n'est pas là. Je vais être extrêmement bref. Cette séance porte sur la relation entre cybernétique, informatique et imagination. On a décidé de faire cette première séance en revenant au fondement de la cybernétique parce que ce fondement d'abord est très ambivalent. Elle est à l'origine et elle n'est pas à l'origine de l'informatique, à la fois. Je pense que Mathieu va développer cela. Donc on reçoit aujourd'hui deux philosophes. On va donc d'abord entendre avec une joie très grande Mathieu Triclot, qu'on avait eu l'année dernière sur la question du jeu vidéo. Aujourd'hui, qui a écrit un livre sur cette question. Aujourd'hui, on le reçoit sur la cybernétique, sur un travail qui est antérieur de Mathieu, qui était la publication de sa thèse de doctorat, si je ne m'abuse, qui a été publiée sous la forme d'un livre qui s'appelle Le moment cybernétique, et qui est, à mon sens, l'un des livres de philosophie les plus intéressants en langue française sur la cybernétique et sur la relation complexe entre le signal, le bruit et le code. Et la question du parti pris matérialiste d'une certaine branche de la cybernétique, pas de la totalité, mais d'une branche dont il va nous parler, et qui, dans le contexte actuel de nouvelles formes, comme on a tendance à les appeler, de nouvelles formes de matérialisme, est extrêmement intéressant. Je pense que le retour à la cybernétique, en regard avec ce qu'on appelle, à tort ou à raison, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le deep et le machine learning, nous permet de porter un regard anachronique et très particulier sur des phénomènes contemporains qu'on a du mal à saisir, et surtout de leur donner une profondeur historique que l'innovation ne permet que peu, finalement. La seconde personne qu'on va avoir, qui est donc Reza Negerestani, il ne sera pas physiquement avec nous, il sera avec nous par Skype, parce que d'origine iranienne et à cause de la situation américaine, il ne peut pas venir en France, ou plus exactement, il aurait des difficultés à revenir aux États-Unis. Donc je suis très très content qu'on le reçoive, car Reza a une place toute particulière dans la philosophie contemporaine. Il a écrit un livre de fiction, Cyclopédia, qui est un livre extrêmement important pour beaucoup d'artistes. Finalement, c'est un philosophe qui a eu une très grande influence sur les artistes. Et ce livre de fiction, si je le résume, c'est l'histoire du pétrole qui utilise les êtres humains. C'est un renversement de cette matière que nous croyons utiliser, mais qui nous utilise. Et donc, il a travaillé avec beaucoup d'artistes. Donc, c'est un philosophe, je crois, spéculatif. Et il va sortir dans les semaines, dans le mois qui vient, un livre, Intelligence and Spirit, aux éditions Urbanonic, qui est une maison d'édition anglaise très connue. C'est eux qui éditent la revue Collapse. C'est eux qui ont édité les écrits de Nick Land et aussi du Cybernetic Research Unit de Nick Land. Et donc, il va publier ce livre qui est un livre très singulier, que beaucoup de gens attendent, sur l'intelligence artificielle et qui analyse, je crois, et il va nous l'expliquer, l'intelligence artificielle non pas comme un phénomène technique localisé et instrumental, mais comme dans le cadre d'une ontologie générale extrêmement ambitieuse. Et je pense que c'est un livre, moi je suis persuadé, qui va faire date. Donc voilà, je vais laisser la parole à Mathieu qui parlera en français, à Reza qui parlera en anglais, et je pense qu'on tentera de laisser un temps de discussion croisé, que l'on voudrait, si possible, en anglais, pour que Mathieu et Reza puissent communiquer à distance, mais l'un avec l'autre. Je vous remercie.
Bonjour à tous, merci pour cette invitation qui est pour moi qui prend la forme d'un retour puisque j'étais venu l'an dernier effectivement au séminaire InGame, mais à une séance qui était une séance croisée de InGame et de Post-Digital pour discuter de la question de l'intelligence artificielle avec le créateur d'un jeu vidéo qui s'appelle Event Zero. Le créateur, c'est Emmanuel Corneau. La première chose que je dois dire, c'est que d'abord, j'ai envie de saluer l'initiative de ce séminaire qui constitue un lieu décisif pour des débats décisifs et sur lesquels, disons, la philosophie des techniques francophones est, à mon sens, encore trop peu engagée. Donc je suis heureux d'avoir cet espace, enfin de bénéficier de cet espace de discussion et d'échange sur ces questions, je crois, absolument cruciales. Alors, ce que je vous propose, c'est une forme de retour à la cybernétique. Alors, pourquoi faire retour? D'une part parce que l'impression actuelle est l'impression d'une répétition, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'éléments qui étaient ceux de la cybernétique d'origine se répètent, et je n'irai pas jusqu'à citer la formule du 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte, mais les choses reviennent aujourd'hui, et j'ai l'impression, disons, qu'il y a des effets de décalage de phase, c'est-à-dire que ce que la cybernétique avait porté dans les années 40, des années 40 jusqu'aux années 60, a pu se perdre avant de revenir et de connaître une nouvelle fortune aujourd'hui. Donc ce qui m'intéresse avec vous, c'est d'expérimenter quelque chose, un travail, disons, d'histoire spéculative. Allons voir dans les textes de cette première cybernétique ce que l'on y trouve. Alors, ce que l'on y trouve, et c'est ce que je vais développer aujourd'hui, c'est à la fois une ontologie de l'information. Tu as discuté de cette question-là. Qu'est-ce que l'information? Est-ce que c'est de l'ordre du code? Est-ce que c'est de l'ordre du symbole? Est-ce que c'est de l'ordre du signal? Quelle est la part du bruit? Enfin, ces termes fondamentaux sont discutés. On y trouve une ontologie de l'information et aussi une politique de l'information, c'est-à-dire sous la forme d'une politique critique des technologies. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de confronter ce que je connais un peu par la thèse, c'est-à-dire cette première cybernétique, avec ce que je n'ai jamais tenté de faire jusqu'à aujourd'hui, la situation contemporaine des technologies. Et le pari, c'est d'arriver à comprendre comment est-ce que la cybernétique nous permet de situer les points clés du contemporain et du moment contemporain, par décalage, par différence. Et je ne suis pas du tout ici pour vous dire que la cybernétique avait tout prévu et tout pensé par avance, bien au contraire. Il y a une part d'échec retentissant dans la première cybernétique américaine. Aussi, ce qui m'intéresse, c'est le décalage entre la situation de la première cybernétique, la situation contemporaine, et ce que la cybernétique, précisément, n'avait pas prévu, n'avait pas pu prévoir du contemporain, et par où elle a aussi échoué. Alors, comment est-ce que je vais procéder? Vous avez ici le plan que j'entends suivre. En essayant d'abord de vous présenter, je pense que ce n'est pas inutile, mais de la façon la plus brève possible, ce que l'on appelle cybernétique ou ce que l'on a appelé cybernétique. Qu'est-ce que la cybernétique américaine, en essayant de donner les points clés. Ensuite, justifier cette volonté du retour à la cybernétique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que de dire que nous entrons dans une nouvelle phase cybernétique, ce que je vais essayer de défendre. Troisième point, de commande ou de question ou d'exploration. La question de l'imagination artificielle, la trouvons-nous dans la cybernétique? Oui, non, un peu, peut-être, sur certaines de ses définitions potentielles. Mais si on ne la trouve pas, pourquoi est-ce qu'on ne la trouve pas sous cette forme? Je vais aussi essayer de répondre à cette question-là. Et puis ensuite, revenir à cette double question. Qu'est-ce que de l'information, d'après les cybernéticiens? Et en quoi cette définition de l'information, si particulière de l'information que l'on trouve dans la cybernétique, peut nous dire quelque chose par rapport aux questions qui vous intéressent, en particulier du côté des images et de ce régime de production artificielle des images aujourd'hui. Ontologie de l'information. Et puis, dernier point, cette fois-ci, du côté de l'imagination politique des cybernéticiens, est-ce qu'il y a des alternatives à y trouver? Alors, je crois que oui, c'est-à-dire que la politique de Wiener est une politique extrêmement radicale dans sa critique du mode de production des technologies et des technologies de l'information en particulier
raison pour laquelle elle est intéressante à revisiter aujourd'hui. Voilà le programme. Qu'est-ce que la cybernétique? Alors, l'histoire de la cybernétique américaine est très, très bien balisée, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de travaux sur cette question-là. Il y a les ouvrages fondateurs de Steve Himes, il y a le travail de Meindl, il y a le travail en langue française de Dupuis, qui était revenu l'un des premiers sur la cybernétique américaine. Il y a le pavé de Segal, le 0 et le 1, qu'on aperçoit dans cette image. Il y avait ma thèse, et il y a beaucoup d'autres travaux qui ont porté sur l'histoire de la cybernétique américaine. Donc, je pense que ce n'est pas un enjeu d'en refaire l'histoire en tant que telle. Voilà. Voici une sorte de synthèse, si vous voulez. La cybernétique, il me semble que la première chose à faire, ce serait de donner les bornes chronologiques, les bornes historiques. Ce que j'appelais le moment cybernétique, ça correspond à une phase qui, si on prend au plus large pour la première cybernétique américaine, va de 1943 à 1956. Qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer qu'il y a événement fondateur en 1943? Eh bien, en particulier, il y a la publication de ces deux articles, Purpose, Behavior and Teleology, donc par Wiener, un mathématicien, Rosenbluth, un physiologiste, et Bigelow, un ingénieur, qui portent sur la question des modèles mécaniques du vivant, sur la possibilité de reconstituer sur le plan mécanique les comportements finalisés du vivant. C'est ça la grande bonne nouvelle de cet article de 1943, ce premier article de 1943. Nous sommes capables enfin de comprendre, c'est ce qu'annoncent les auteurs, les comportements adaptatifs de haut rang du vivant. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes capables de les comprendre maintenant? Parce que nous avons deux termes nouveaux, deux termes théoriques nouveaux qui arrivent dans la boîte à outils conceptuelle. Ces deux termes théoriques nouveaux, ce sont le feedback d'un côté et l'information de l'autre, les deux allant de pair, puisque la rétroaction suppose du signal et de l'information. Donc ça, c'est le premier article de 1943. Il y a un deuxième article qui est publié la même année et qui joue un rôle décisif pour la cybernétique et bien au-delà pour la question de l'apprentissage des machines et du machine learning, qui est l'article de McCulloch et Pitts qui s'appelle « Un calcul logique des idées immanent à l'activité nerveuse ou l'activité cérébrale ». De quoi s'agit-il dans cet article? Il s'agit de l'introduction de ce qu'on appelle le neurone formel, donc d'un petit automate binaire à seuil, et c'est la composition de ces petits automates binaires à seuil qui est la brique de base de ce qu'on appelle les réseaux de neurones formels, qui sont à la base du machine learning. Bon voilà, j'en dis pas plus sur le fond des articles. Si on déroule comme ça l'histoire, un temps fort, c'est 1948, c'est le grand moment de la première hype, on pourrait dire, de la cybernétique, parce que la cybernétique, ça n'a pas été seulement un mouvement scientifique, qui a eu une audience limitée. Hein. La cybernétique a une audience considérable aux États-Unis et à l'international. 1948, donc vous avez la publication du livre de Wiener, Cybernetics, qui donne son nom de baptême, on va dire, au mouvement scientifique, et aussi la publication des articles de Claude Shannon, une théorie mathématique de la communication, qui est une définition, disons, d'ingénieur de ce que c'est que l'information, qui propose une mesure de la quantité d'information, qui est encore tout à fait celle qu'on utilise aujourd'hui. Et puis, si je vais de l'autre côté, il me semble qu'on peut retenir 1956 comme étant la date, disons, de péremption de cette première cybernétique ou de ce premier mouvement cybernétique, avec d'une part la mort de von Neumann, qui en a été un des animateurs principaux, mais aussi et surtout le déclin du programme théorique qui était celui de ces premiers cybernéticiens, c'est-à-dire le programme de l'étude des réseaux de neurones, de la cognition située sur le plan cérébral, et à la place, un autre programme de recherche qui prend le relais, qui est celui de l'intelligence artificielle classique, en particulier avec des gens comme Marvin Minsky, qui était Minsky, l'un des élèves des cybernéticiens, et de McCulloch en particulier, et qui va en quelque sorte se retourner contre ses anciens maîtres et promouvoir un nouveau type d'approche, disons, de la question de l'intelligence artificielle. Voilà pour les bornes historiques, sans rentrer dans la question des contenus. Ce qui me semble intéressant à considérer autour de cette cybernétique, c'est le mélange, comme tu le disais,
tout à fait étonnant de réussite et d'échec. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la cybernétique est à la fois une réussite prodigieuse et en même temps un échec à la hauteur de cette réussite. Alors, en quel sens peut-on parler de réussite ? Réussite parce que la cybernétique, ça a été le discours d'accompagnement d'une révolution technologique gigantesque qui est à la fois celle de l'informatique et celle des télécommunications. Donc c'est un discours technoscientifique qui est branché en plein sur la révolution technologique, enfin l'une des révolutions technologiques les plus fondamentales que nous ayons pu connaître. Et il faudrait dire aussi, c'est peut-être des choses que j'avais sous-estimées dans la thèse, c'est que la cybernétique a aussi infusé dans l'informatique américaine et que, certes, du côté de la computer science, du côté de l'intelligence artificielle, la cybernétique eh bien, connaît un coup d'arrêt, mais elle se poursuit à travers d'autres programmes de recherche, par exemple la question de la symbiose homme-machine, de l'intellect augmenté, de la réalité virtuelle dans les années 60, qui sont des programmes théoriques pour l'informatique dans les années 60, et qui sont des héritiers, je crois, très directs de la cybernétique. Donc, ça ne s'est pas éteint, et en particulier du côté des interfaces homme-machine, du côté de cette section-là de l'informatique, il y a un héritage cybernétique très puissant et très direct. Voilà pour la réussite. Qu'est-ce qui me fait dire échec extraordinaire ? Échec extraordinaire parce que ce qui était le projet de cette cybernétique, faire science, constituer une nouvelle science. Alors, une nouvelle science de quoi ? Si on prend le sous-titre de Cybernetics, science de la communication et du contrôle chez l'animal et la machine. Constituer cette nouvelle science, ce faire science-là, a échoué. Alors, pour plein de raisons que je ne vais pas détailler ici, mais l'idée qu'il puisse y avoir, une nouvelle science, deux, appuyée sur de nouvelles institutions, eh bien, ça ne s'est pas produit. Et à la place, la cybernétique est restée eh bien, un groupe de recherche pluridisciplinaire. Un groupe de recherche pluridisciplinaire alors, qui a eu comme institution, lieu d'institution les conférences Macy, c'est-à-dire un moment de rencontre annuel dans lequel tout le monde se retrouve, mais certainement pas une science en bonne et due forme, alors que tel était le souhait des fondateurs. Alors, c'est ce que vous avez, c'est une autre manière de lire les graphes que vous avez derrière moi, qui sont le test sur l'outil Ngram Viewer de Google, des occurrences des termes. Qu'est-ce que j'ai testé ? Cybernetics, au pluriel et au singulier. Alors c'est difficile de les pointer, c'est la courbe du haut, rouge et verte. En bas, vous avez en orange feedback qui écrase la recherche des occurrences sur les termes cybernetics. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est ces effets de croisement des courbes. C'est-à-dire qu'on voit, si on en suit le concours de popularité des mots dans la langue que nous permet de faire Google, on voit que Cybernetics, eh bien, le moment le plus chaud, c'est 1969, et à partir de là, on a une lente décrue jusqu'à maintenant, alors même que deux phénomènes contraires. D'une part, on a Cyber, qui explose à partir des années 90. On a oublié la vieille cybernétique, mais tout est devenu cyber, donc c'est un effet de diffusion comme ça dans la langue du terme. Et surtout, ce que vous voyez en bas, qui m'intéresse, sur l'autre graphe, c'est-à-dire que mes petites comparaisons entre cyber, cybernetics sont écrasées. Sont écrasées par quoi ? Par l'explosion du terme feedback, qui lui s'est installé dans la langue et qui ne connaît aucune décrue. C'est-à-dire que sur le plan des techniques et du développement technologique, la cybernétique a gagné. Sur le plan du discours spéculatif d'accompagnement, la cybernétique a perdu ou a régressé, si vous voulez, à partir de ces graphiques-là. Quel est l'effet de cette absence de faire science ? Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez si vous tapez cybernétique dans un moteur de recherche. Si vous commencez à enquêter sur la cybernétique, qu'est-ce qui va vous arriver ? Vous allez être écrasé sous une multiplicité d'occurrences et de termes. Donc, le dernier élément qu'il faudrait donner, c'est que quel est l'effet de ce faire science qui a échoué ? Eh bien, c'est la production d'insignifiants flottants, cybernetics, qui peut être repris à toutes les sauces et pour tous les projets, y compris parfois complètement contraires par rapport aux intentions de la cybernétique d'origine. Donc là, ici, je vais vous parler d'une cybernétique. La première, celle
autour de ce groupe pluridisciplinaire piloté par Wiener, McCulloch, von Neumann et d'autres. Mais il y a une multiplicité indéfinie que je ne saurais borner de cybernétique possible, de cybernétique au pluriel, de réappropriation de cette cybernétique. Je vous en donne un exemple, par exemple peut-être le plus frappant. La cybernétique a été, c'est Slava Gerovitch qui l'a montré, science officielle de l'Union soviétique pendant une petite dizaine d'années, au même titre que le marxisme-léninisme. Bon, cette cybernétique soviétique n'a pas grand-chose à voir avec la cybernétique de Wiener, et ainsi de suite. Voilà, je pourrais multiplier les exemples de toutes ces cybernétiques diverses et variées. Ça, c'est un terrain absolument passionnant, de se demander pourquoi et comment la cybernétique a été reçue, pourquoi est-ce que ça a pu être un terme aussi stratégique pour autant de monde, avec autant de projets différents tout autour de la planète. Mais on en restera à notre première bonne vieille cybernétique, celle de Wiener et consorts. Pourquoi revenir ? Pourquoi revenir à la cybernétique ? C'est ce que j'annonçais, c'est le projet théorique de cette communication. Pourquoi revenir à la cybernétique ? Parce qu'il y a l'impression d'une nouvelle phase cybernétique. Nous sommes dans un moment que l'on pourrait appeler post-cybernétique. Qu'est-ce qui définit ce moment post-cybernétique ? Eh bien, c'est d'abord le fait que les artefacts prévus et discutés par la cybernétique arrivent maintenant seulement, à grande échelle, dans la société. Et pour moi, ce décalage de phase est aussi un décalage de phase personnel. C'est-à-dire que je fais ma thèse à la fin des années... Non, au milieu des années... Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ma thèse. Je fais ma thèse à un moment où ce qui est prégnant dans le discours public, c'est la question de la société de l'information. Et lorsque je travaille sur la cybernétique, ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'il y a une toute autre conception de l'information dans le mouvement cybernétique d'origine. Et en particulier une conception matérialiste ou physicaliste, plus précisément à mon avis, de l'information, qui est en rupture avec cette idée de la dématérialisation généralisée qui était portée par le discours de la société de l'information. Mais à ce moment-là, j'ai un problème, lorsque je travaille là-dessus, c'est que tout le discours politique de Wiener, dont on parlera tout à l'heure, est dirigé vers une question qui est cruciale pour lui, qui est celle de l'automatisation. C'est-à-dire ce que Wiener envisage comme révolution politique, sociale, technologique, c'est une révolution industrielle, une nouvelle révolution industrielle, et pas une révolution de la dématérialisation ou de l'économie des services ou tout ce que vous voulez du même genre. Donc l'ennemi intime de Wiener, c'est l'usine automatisée et ce que les processus d'automatisation risquent de faire à l'emploi et à la société américaine ou au monde en général. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un retour de phase absolument extraordinaire parce que l'objet technologique emblématique du moment contemporain, c'est peut-être la voiture autonome. Et la voiture autonome, c'est la rencontre entre ces technologies de l'intelligence artificielle et l'objet industriel par excellence. C'est-à-dire toute cette question de l'automatisation, elle fait retour, et des transformations industrielles, elle fait retour aujourd'hui, elle entre en résonance par-delà le discours périmé de la société de l'information, avec les discussions technologiques et politiques que la première cybernétique pouvait proposer. J'ai mis ici une formule que j'ai retrouvée il y a quelques semaines dans la conférence inaugurale « Pourquoi l'esprit est dans la tête ». Vous voyez, ça c'est aussi une forme d'ambition cybernétique extraordinaire. C'est un texte de McCulloch. Au symposium Ixon, c'est sa communication au symposium Ixon en 1948, qui est un des moments clés de l'histoire de la cybernétique, parce qu'il se fâche très fort avec von Neumann juste après. C'est une discussion fabuleuse, mais on n'en parle pas. Et il ouvre sa conférence avec cette phrase choc. Une révolution industrielle s'ouvre avec des robots plus gros et plus puissants. Cette nouvelle révolution nous menace, nous les penseurs, nous menace de chômage technologique parce qu'elle va remplacer les cerveaux par des machines, etc., etc. Donc cette question du remplacement du travail humain et en particulier du travail intellectuel par les machines, vous l'avez chez McCulloch, vous l'avez chez Wiener, vous l'avez chez Turing, vous l'avez chez les uns et les autres à l'époque. Et quand je lis le rapport Frey et Osborne de 2013, le fameux, celui qui nous dit l'intelligence artificielle menace directement 47% des emplois américains, j'ai l'impression d'être revenu en pleine atmosphère cybernétique avec des proclamations de ce genre. Donc voilà pour l'effet de retour. Et puis, de manière plus précise, alors
ça demanderait plus de travail pour le documenter. Je lis, pour préparer cette communication, la brève histoire, qui n'est pas si brève, ce billet de blog qui s'appelle « Une brève histoire des réseaux de neurones et du deep learning », qui fait partie des liens que vous avez donnés pour Post Digital. Et en lisant cette histoire du machine learning et du deep learning, ce qui me frappe, c'est qu'en permanence, j'annote en disant « Ah oui, mais cette idée-là, elle était déjà chez un tel ou un tel dans mon corpus cybernétique. » Alors, je ne suis pas naïf. Il ne suffit pas que la cybernétique ait anticipé à titre d'idée tel ou tel élément du machine learning contemporain pour dire que les cybernéticiens ont tout inventé. Bien sûr que non. Il faut trouver les fonctions, il faut trouver les algorithmes, il faut disposer de la bonne puissance de calcul, il faut avoir les jeux de données adéquats, etc. etc. Il ne suffit pas d'avoir eu l'idée avant pour avoir inventé le dispositif ou la technologie à 20 ou 30 ans d'avance ou d'intervalle. N'empêche que ce que je lis dans ces effets d'écho, eh bien, c'est un air de famille. C'est-à-dire qu'il y a une même famille d'idées ou de pensées et qui fait clairement, je crois, de ces technologies machine learning, deep learning, des résurgences d'idées qui étaient portées par la cybernétique. Je ne sais pas si je veux pas... Oui, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de temps, mais beaucoup de choses à dire. Je vais peut-être passer vite là-dessus. Une des choses qui m'avait frappé, par exemple, c'est ça. C'est un extrait de 1993 d'une démo. Le titre est en haut, hein, ça se trouve sur YouTube. J'ai juste fait une capture d'écran de YouTube, de Yann Lequin et de son équipe, de ces réseaux convolutifs qui sont capables de reconnaître les caractères, et en particulier, ça va servir pour la reconnaissance des chèques bancaires, si je ne dis pas de bêtises, et des codes postaux, et le traitement automatisé de tout cela. Une des choses qui m'a frappé quand j'ai vu cet exemple-là dans la vidéo, c'est bien, la forme que prennent le 6, le 2 et le 7, parce que ça renvoie de manière tellement directe à ce qui était posé par von Neumann comme le défi numéro 1 de la cybernétique. Et donc, j'y vois un effet d'écho à plus de 30 ans entre le texte de von Neumann que vous avez ici, donc qui est dans la théorie générale et logique des automates, sa communication aussi au symposium Ixon, réédité ensuite de manière indépendante, dans lequel von Neumann discute des limites drastiques de l'ordinateur en termes de cognition. Et son idée ici est tout à fait extraordinaire. Il dit, pour des tâches simples, on n'a pas de problème à définir un jeu de règles qui va accomplir la tâche, mais dès que la tâche est complexe, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à offrir à la machine un jeu de règles complet et pertinent. Et donc, il faut une autre approche. Et quelle sera cette autre approche? Ce sera une approche, dit von Neumann, là ici, neuromimétique. Il a cette formule que je trouve absolument extraordinaire, dans laquelle il explique que comment est-ce qu'on va être capable de coder une performance comme la reconnaissance visuelle ou la reconnaissance de caractère, ce dont il est question ici. Eh bien, il dit, à un moment donné, le seul moyen d'arriver à obtenir une performance de ce type, c'est de simuler le réseau des connexions neuronales qui font cette tâche. Il n'y a pas, pour les tâches complexes, il n'y a pas de modèle plus simple que ce que le cerveau biologique fait lui-même. Et vous avez ici cet exemple là, qui est souligné dans le texte de von Neumann, dans lequel il discute, par exemple, reconnaître un triangle, c'est tout simple, ça, on comprend. Mais qu'est-ce qui se passe quand le triangle n'est pas bien tracé? Qu'est-ce qui se passe quand le triangle est incurvé? Qu'est-ce qui se passe quand le triangle n'est produit que par une différence de contraste entre l'intérieur et l'extérieur, etc., etc. On va rajouter des règles, mais nous avons l'impression, disait von Neumann à cette époque, vague et inconfortable, qu'un catalogue complet de règles de ce genre serait non seulement excessivement long, mais aussi qu'il serait inévitablement indéfini à ses frontières. Et donc, il faut passer à une toute autre approche qu'une informatique qui va donner un ensemble de règles. Il faut passer à des réseaux de neurones avec des systèmes d'apprentissage. Et qu'est-ce que l'on a après dans la vidéo de Yann Lequin des années 90? Eh bien, je crois très directement, si vous voulez, sur ce seul exemple, la réalisation de ce qui était le programme technologique de von Neumann. Le réaliser, ça n'est pas trivial. Ce n'est pas parce que von Neumann a donné à ce moment-là des directions de recherche que c'était simple à faire, mais on est dans la même famille et de problèmes et de solutions à ces problèmes, ici, à des questions de reconnaissance visuelle. Y a-t-il de l'imagination artificielle en cybernétique? La réponse est, il me semble, non. En tout cas, si l'on prend
Alors si je m'appuie sur les définitions que vous avez proposées, c'est bien obligé puisque vous introduisez le terme, lors de la séance précédente, vous avez discuté de ce que pouvait être un travail sur l'imagination artificielle. J'en relève 3, mais je parle sous votre contrôle, purement cybernétique, puisque vous savez mieux que moi ce que vous voulez dire avec cette expression. J'entendais 3 choses. J'entendais la question de la production d'images par les machines, ou d'un certain type de production d'images qui nous frappe visuellement, ces écoulements liquides que produisent comme ça les dispositifs de réseau de neurones. J'entendais aussi cette question de l'imagination des machines, c'est-à-dire nous imaginant les machines imaginant, cette espèce de redoublement de l'imagination. On ne comprend pas ce qu'elles font, nous imaginons ce qu'elles font. Et puis, une dernière question, plus politique, il me semblait que tu portais, Alexandre, qui est de faire exploser le cadre étriqué de notre imagination technologique. Est-ce qu'on peut rouvrir l'imagination technologique? Alors, je passe ma vieille cybernétique, mes vieilles archives cybernéticiennes, à la moulinette de ces 3 enjeux de l'image artificielle. Premièrement, la production d'images par les machines. Alors, c'est très simple. Enfin, l'image répond par elle-même. Il est difficile de produire des images avec un dispositif de ce type. L'ordinateur ici, qui doit être sans doute un des prototypes de l'EDVAC, avec von Neumann qui est caché derrière le texte ici. Il n'y a pas de sortie graphique. Et cette question de l'ordinateur comme dispositif de production de l'image, elle me semble postérieure à la cybernétique. C'est quelque chose qui va être absolument décisif pour les années 60, dans lequel il va y avoir à la fois une généralisation des dispositifs de type écran, mais aussi l'usage des plotters, par exemple, de ces sortes d'imprimantes, pour produire des visualisations à partir de l'ordinateur. Mais sinon, l'ordinateur ne nous propose pas d'écran pour la période cybernétique. On va dire dans l'immense majorité, on pourrait discuter des exceptions, mais précisément, ce sont des exceptions. Donc on est dans une informatique. L'informatique de la cybernétique, elle est, j'ai envie de dire, pré-interactive. On n'a pas d'interaction directe avec la machine. On a des interactions très indirectes. Il faut aller faire couper, donner son programme, faire fabriquer les cartes perforées, etc. Vous ne rentrez pas en contact avec l'ordinateur. Et elle est hardware orientée ou hardware dominée, c'est-à-dire la question de la fabrication des machines est tout à fait centrale. Donc, du côté de la cybernétique, qu'est-ce qu'on va avoir? La question de l'image est fondamentale, parce que c'est la question, mais sous la forme de la question de la perception. En revanche, ces images perçues, on ne les voit jamais. Donc on n'a pas cette fascination de regarder l'image telle que la machine l'aperçoit, que l'on a aujourd'hui quand on regarde soit de la science-fiction, Terminator, tiens, le regard de la machine, soit ce que donne une caméra d'une Google Car, et on voit là, ces images telles qu'elles sont données à voir ou à lire par la machine. La question de la perception est centrale, ça veut dire que la cybernétique travaille sur la question de la reconnaissance des formes, de la reconnaissance des universaux de manière massive, de la classification des formes reconnues. Là, ces questions-là, elles sont tout à fait fondamentales, directes et investies. La question qu'on peut se poser, c'est donc si le terme d'imagination n'apparaît pas, si la problématique de l'imagination artificielle n'apparaît pas, comment est-ce que cela se fait? Comment on peut l'expliquer? On peut l'expliquer par ces conditions technologiques, c'est ce que j'ai proposé. Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre type d'explication. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui échappe. Alors, c'est un essai de lecture symptomale. C'est-à-dire, pourquoi ça n'y est pas, cette question d'imagination dans la cybernétique? J'ai cherché un peu. Peut-être pas assez, pas de manière exhaustive, mais par exemple, imagination, je cherche dans Cybernetics, pas d'occurrence. Je cherche dans The Human Use of Human Beings, l'autre Cybernétique et Société en français, l'un des grands textes de Wiener. Je trouve 3 occurrences d'imagination. Ah, je me dis, chouette, ça y est, voilà de l'imagination. Elles sont toutes dans la préface et qui louent l'imagination scientifique extraordinaire de Wiener, mais pas dans le texte. Voilà, il faudrait chercher sur d'autres termes proches peut-être pour avoir une idée. Et mon impression, c'est que cette question de l'imagination, elle est située au mauvais endroit du point de vue des angles d'attaque des performances cognitives à ce moment-là. Elle est située au milieu, c'est-à-dire qu'elle n'est située ni par le bas, là où la cybernétique travaille, ni par le haut, là où l'intelligence artificielle classique travaille. Par le bas, la question de la perception, la question de la mémoire, mais j'ai envie de dire, on s'approche de l'imagination, mais on n'y arrive pas.
Et par le haut, la question du raisonnement, de la démonstration de théorèmes, de l'intelligence artificielle symbolique classique. Là aussi, la question de l'imagination, elle reste dans une strate en dessous. Donc, il ne faudrait pas une approche bottom-up pour trouver l'imagination. Il ne faudrait pas une approche top-down. Il faudrait une entrée par le milieu. C'est peut-être là que l'imagination se trouve. Je suis allé chercher du côté d'un auteur qui, à mon avis, a un rôle tout à fait important, enfin, qu'il est intéressant de revisiter autour de ces questions d'intelligence artificielle, c'est Hobbes. Pourquoi est-ce que je suis allé chercher Hobbes pour regarder cette question de l'imagination, ou situer cette question de l'imagination? Parce que Hobbes est je crois, le premier auteur chez qui on va trouver l'idée d'intelligence artificielle ou de raisonnement artificiel, l'idée de vie artificielle. Là, vous l'avez dans le texte qui ouvre le Léviathan, qui est un texte absolument extraordinaire, de philosophie des automates, on pourrait dire. L'homme est capable de fabriquer un automate artificiel. Il ne pense pas à la Google Car, il pense à l'État. À ce moment-là, c'est l'État qui est un automate artificiel. Mais nous pourrions concevoir que tous ces automates ont une vie artificielle aussi, dit Hobbes à ce moment-là. Et puis, il va discuter en particulier c'est ça qui est extraordinaire chez Hobbes, c'est une thèse artificialiste. C'est-à-dire l'idée que l'intelligence humaine n'est pas un produit de nature, qu'il y a de l'artifice qui rentre de manière constitutive dans l'intelligence humaine. Et cet artifice, ce sont les jetons, les marques que nous utilisons, celles du langage, que nous utilisons pour orienter le flux de pensée, quelque chose de cet ordre-là. Bref, ce n'est pas ça qui m'intéresse ici. Chez Hobbes, c'est juste de situer cette question de l'imagination chez lui, parce que c'est une théorie matérialiste de la perception. Donc, imagination, où est-ce que ça intervient? Qu'est-ce que c'est chez Hobbes dans ces textes-là? Dans cette anthropologie finalement qui est très proche de ce que les machines vont simuler. Imagination, c'est le produit, c'est ce qui arrive après la perception. Dans la perception, donc je reçois un influx extérieur, et cet influx extérieur va heurter mon système physiologique, si on garde quelque chose de vague, et produire ce que Hobbes appelle ici un fantasme, c'est-à-dire une image qui est le résidu de l'opération de perception. Et ces fantasmes vont avoir leur vie propre chez Hobbes. C'est ça qu'il va appeler l'imagination, c'est-à-dire le fait que le fantasme, cette image produite par contre-pression dans mon système physiologique, va se maintenir. Alors ça, c'est la question de la mémoire, du souvenir. Il va y avoir un résidu de la perception, mais c'est aussi la possibilité d'une production endogène de la perception. Ça va être le cas du rêve, par exemple. Donc c'est une perception en l'absence de sa cause directe et immédiate. C'est comme cela que Hobbes définit cette faculté qu'il appelle l'imagination. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc ça fait ce que Hobbes appelle le discours de l'esprit, le discours mental, c'est-à-dire qui est peuplé de ces images ou de ces fantasmes au sens de Hobbes. La strate d'après, si je fais donc la théorie, vous avez la sensation, vous avez l'imagination qui comprend la mémoire, bon. Vous avez le désir qui va orienter le discours mental, et puis vous avez ensuite la raison, cette raison qui est largement artificielle, c'est-à-dire qui va utiliser des marques, des dispositifs techniques pour orienter le flux de pensée, le flux d'images, le recoder, se donner des symboles à partir desquels on va opérer sur ces images. Et au milieu, vous avez cette opération-là, qui est celle de l'imagination, qui n'est jamais thématisée en tant que telle. En même temps, il y a quelque chose... Enfin, si on réfléchit à cette définition-là de l'imagination, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le premier moment, comme ça, dans l'histoire des corps, tel que Hobbes l'a décrit, des corps pensants, sentants, etc. C'est le premier moment dans lequel il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, une sorte de vie intérieure de ces corps, qui n'est pas déterminée directement par les effets des sens ou parce que le corps reçoit par les sens. C'est le premier moment où quelque chose se dégage en nous de l'actualité immédiate. Il y a une déprise, il peut y avoir des perceptions qui ne sont pas directement actuelles. Voilà. Cet espace-là de l'imagination, il échappe à la conceptualisation cybernétique. Il se situe pile au milieu, entre d'un côté la pensée par les marques et par les jetons et par les symboles, et de l'autre côté la simple question de la reconnaissance des formes qui était traitée par les cybernéticiens. Et voilà, il me semble que c'est une manière d'en situer le caractère difficile à récupérer
Et qu'est-ce que ce serait, enfin, il me semble que cette vieille définition de Hobbes, elle communique, c'est ça que je veux dire, je suis un peu confus, elle communique avec cette question de l'image des machines. C'est-à-dire comment est-ce que l'image perçoivent quelque chose et fabrique une image intermédiaire par cet effet que Hobbes appelle contre-pression, qui est l'image de la machine et qui va ensuite avoir sa vie ou sa vitalité propre. Au milieu du processus cognitif. Au milieu du processus cognitif et ininterrogé. En même temps, il y a des effets d'analogie très forts si on lit ce texte de Hobbes, il me semble, avec les réseaux de neurones récursifs, par exemple, dans lesquels on va faire circuler l'influx dans un sens et dans un autre, on va avoir ces effets de contre-pression, de circulation d'images qui vont conserver des images résiduelles de ce que l'on a à traiter et qui vont être maintenues à l'intérieur du réseau. Je trouve qu'il y a un effet d'affinité assez étonnant vis-à-vis de ces dispositifs technologiques et de la description, cette description que donne Hobbes dans le décorporé, je n'ai pas cité le texte d'origine, ici, de ce que c'est que l'imagination. Bref, elle n'y est pas. Elle n'y est pas parce qu'on n'a pas les technos pour voir, elle n'y est pas parce qu'elle est pile au milieu des processus cognitifs étudiés et que personne ne semble jamais l'atteindre, ni par le haut, ni par le bas. En revanche, est-ce qu'il y a de l'imagination artificielle aux deux autres sens qui nous intéressent ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une imagination des machines de manière très forte. Alors là, je me contenterai de citer le texte de Casounogues qui discute précisément de ça, de qu'est-ce que c'est qu'une machine chez Norbert Wiener et qui allait étudier les fictions, les science-fictions rédigées par Wiener à propos de ces machines. Et ça, il y a tout un bestiaire cybernétique qu'il est facile de localiser. Il faudrait regarder, par exemple, les tortues d'Ashby, comment est-ce que c'est traité en cybernétique. Là, c'est des dispositifs effectivement, dans lesquels on imagine une intentionnalité de la machine, on imagine quelque chose à partir des comportements émergents que l'on observe. Dernier point, sur la question de l'imagination technologique et de l'imagination politique. Alors ça va être ce que je veux présenter dans la dernière partie. Là aussi, c'est absolument massif. C'est-à-dire qu'il y a un imaginaire, cet imaginaire des machines, il est réinvesti politiquement par Wiener pour une critique des technologies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un imaginaire des machines ? Ça veut dire qu'on place les machines à venir, on les imagine en situation sociale et transformant le social. Bon, ça, c'est aussi appuyé sur des travaux d'histoire des techniques que Wiener a en tête. Point suivant, maintenant, sur cette question de qu'est-ce que l'information, ontologie de l'information dans la cybernétique. Cette question, celle sur laquelle tu m'invitais, d'ontologie de l'information, au départ, je me dis qu'elle est déconnectée de la question des images qui vous intéressent. Et donc de l'imagination artificielle, il n'y en a pas dans la cybernétique, c'est ce que je viens d'essayer de dire avant. Elle est déconnectée de la question des images parce qu'on manque de dispositifs du côté des cybernéticiens qui donneraient à voir quelque chose comme une imagination de la machine, une image produite par la machine. OK. Mais il me semble néanmoins qu'elle peut toucher, cette question d'ontologie de l'information, à la fabrique des images aujourd'hui. Alors c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je pense qu'elle est cette question du signal, cette question du bruit, cette question de la différence entre signal et code peut avoir un impact autour de la question de l'image, de l'imagination artificielle. Comment est-ce que je peux justifier ça ? Il me semble que l'image informatique, l'image produite par les ordinateurs, c'est une image qui est produite par un code, qui est produite par un langage de notation. Et c'est ce qu'on va trouver. Là, ici, vous avez dans la partie gauche de l'image, vous avez une image qui est produite par un artiste qui s'appelle Darrell Wiener, qui produit des images à partir d'un programme avec un plotter qui va imprimer l'image. Et si on va regarder du côté des images produites par les réseaux de neurones formels, là, vous avez une image de DeepMind de l'autre côté, eh bien, qu'est-ce qu'on récupère ici ? Une image qui a une dimension autographique, qui sort de l'allographique au sens de Goodman, c'est-à-dire d'une image qui va être produite par un langage de notation et qui récupère comme ça quelque chose de l'ordre du hasard, du dense, sémantiquement, du liquide, du bruit dans la fabrication de l'image.
Voilà, qu'est-ce que l'informatique a fait aux images? Elle les a fait rentrer dans le code et dans la notation. C'est-à-dire qu'on pouvait les produire à partir d'un langage de notation et à partir d'un programme. Ça, c'est une rupture, à mon avis, considérable dans le régime de production des images. Et là, on peut utiliser Goodman. C'est-à-dire que ici, l'image devient le produit d'un code. L'image sort de l'autographique. La peinture n'est plus l'exemple emblématique de l'autographique. Non, on a des images qui deviennent allographiques, c'est-à-dire qu'elles sont produites par un langage de notation. Et puis ce programme produira toujours éternellement les mêmes images, comme la performance est produite en fonction d'une notation initiale. Donc, qu'est-ce que ça a fait l'informatique aux images? Ça les a fait rentrer dans le code, ça les a fait rentrer dans un langage de notation et dans ce mode de production-là de l'image. Qu'est-ce qu'on récupère du côté des réseaux de neurones formels? Je crois autre chose. C'est-à-dire qu'ici, le mode de production est différent et qu'on est dans quelque chose qui rentre, si on est cybernéticien, du côté du signal plutôt que du symbole. Et donc cette opposition entre signal et symbole que je vais essayer de développer maintenant, il me semble que ça peut être une manière de fonder cette impression qu'on a d'une rupture dans le régime des images produites par l'informatique. Entre d'un côté l'image pure comme résultat d'un code que vous avez d'un côté, et de l'autre côté ces nouvelles images comme celles de DeepMind et des réseaux de neurones formels qui relèvent peut-être moins d'une ontologie du code ou du symbole que du signal. Ouais, il y aurait aussi un million de choses à dire. Un peu d'ontologie de l'information. La thèse que je défendais dans ma thèse est la suivante. Il n'y a pas d'accord chez les cybernéticiens sur cette question de la nature de l'information. C'est-à-dire que les cybernéticiens discutent de cette question. Qu'est-ce que c'est que de l'information? Ça peut nous étonner. Hein, pourquoi est-ce que des scientifiques iraient s'intéresser comme ça à une question ontologique de la nature de l'information? En fait, la cybernétique a énormément discuté de questions ontologiques, de questions fondationnelles, de questions spéculatives, de questions philosophiques. Et ils n'en ont pas simplement discuté le soir autour d'un bon dîner, ils ont publié dans des revues de philosophie des sciences et des revues de philosophie sur ces questions-là. Et ça, c'était la première question que je rencontre quand je fais ma thèse sur la cybernétique. Pourquoi est-ce que des mathématiciens, pourquoi est-ce que des ingénieurs, pourquoi est-ce que des scientifiques publient de la philosophie? Eh bien, il y a deux manières de considérer ça. Une première manière consiste à dire tout ça, c'est un discours d'accompagnement, c'est sympathique, c'est le supplément d'âme, vous voyez, on va discuter comme ça des questions spéculatives en plus. Bon, ça, je pense que cette réponse-là, ce n'est pas la bonne. Pourquoi est-ce qu'ils discutent de philosophie? Pourquoi est-ce qu'ils discutent de ces questions-là? Parce qu'ils en ont besoin. Et ils en ont un besoin à quel niveau? Ils en ont un besoin paradigmatique. C'est-à-dire que ça leur sert à orienter les décisions en matière de recherche. Ça leur sert à prendre des paris sur les lignes de recherche qui vont être fructueuses, prometteuses, et dans lesquelles il va falloir s'engager. Donc toute cette philosophie, toute cette spéculation philosophique sur la nature de l'information, sur l'intelligence artificielle, sur la cognition, etc., elle est réinvestie très directement dans des directions de recherche. Alors, les cybernéticiens discutent de cette question de la nature de l'information, ne sont pas d'accord sur la réponse. Il me semble qu'il y a on trouve chez les cybernéticiens deux regards possibles sur l'information. La cybernétique ayant, je crois, plutôt tranché pour l'un plutôt que pour l'autre. Le premier regard possible, c'est celui qu'on va trouver si on suit la voie de Shannon, de Claude Shannon, donc d'ingénierie des télécommunications, dans lequel l'information va être définie comme une affaire de symboles ou une affaire de code. C'est toute la théorie de la quantité d'informations chez Shannon. Bon, je n'entre pas dans le détail, mais à ce moment-là, on regarde l'information comme une affaire numérique, hein, comme on dirait aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un des aspects du génie de Shannon. Hein. Il y a peu de communication, de dispositifs de communication numérique, et lui traite la question de l'opération de communication comme une affaire de numérique, de symboles discrets, etc. etc. Bon. Les cybernéticiens, il me semble, ont défendu, eux, une approche, les cybernéticiens Wiener, von Neumann en particulier, une approche autre de l'information, en disant cette question du code, cette question du symbole est toujours une question dérivée. C'est-à-dire l'information, c'est une suite de 0 et de 1, pourquoi pas, c'est comme ça qu'on la traite chez Shannon, mais en réalité, il y a quelque chose de plus fondamental que le niveau symbolique. Cette strate, c'est, disons, celle du signal, celle des processus physiques et matériels qui vont fabriquer cet ensemble de symboles.
C'est-à-dire que, pour le résumer comme ça, on peut dire que ce qui fait la position philosophique de la cybernétique sur l'information, c'est de défendre une position physicaliste, c'est-à-dire de considérer que le symbole est toujours une réalité seconde, une réalité dérivée d'une réalité première, qui est celle des processus physiques qui fabriquent, on pourrait dire, les symboles ou le niveau symbolique. Peut-être que ce qu'on peut regarder, c'est le point d'arrivée. Qu'est-ce que ça fait que de considérer l'information comme un signal plutôt que comme du code ou comme du symbole? Eh bien, c'est quelque chose qui va être réinvesti dans les programmes de recherche de la cybernétique, en particulier en faveur des réseaux de neurones formels et du neuroconnexionnisme. Alors, un des textes clés de la cybernétique, l'un des derniers, des tout derniers, c'est ce texte de von Neumann, L'ordinateur et le cerveau, qui date de la fin de sa vie, qui est quasiment son testament intellectuel, et dans lequel von Neumann oppose ce langage du code et ce langage du signal. Alors je le cite, peut-être c'est le seul endroit où je m'arrête sur un texte. La logique et les mathématiques du système nerveux central, écrit von Neumann dans ce texte, considérés comme des langages, doivent être structurellement, fondamentalement différentes des langages de notre expérience courante. Et ces langages-là, on a affaire à un code court, c'est une métaphore informatique que prend von Neumann. Nos mathématiques, nos langages ordinaires sont du code court, par rapport à un code complet qui serait comme le langage de la machine, qui est lui le code complet ou le code long, qui est construit dans une toute autre logique, c'est celle du système nerveux central. Quand nous parlons des mathématiques, nous sommes peut-être en train de parler d'un langage secondaire bâti sur le langage premier, réellement utilisé par le système nerveux. Ainsi, les formes extérieures visibles de nos mathématiques ne sont-elles pas absolument pertinentes pour évaluer quels sont les véritables langages mathématiques et logiques utilisés par le système nerveux central? Qu'est-ce que ça a fait, la cybernétique? C'est une recherche de ce que sont ces véritables langages, qui sont ceux du système nerveux central, qui vont être statistiques, massivement parallèles, ils vont aller dans ce sens-là pour essayer de constituer ces langages. Et le niveau symbolique, le niveau des symboles, n'est qu'une réalité dérivée par rapport à ces langages-là. C'est-à-dire que ce qui intéresse la cybernétique ici, c'est le caractère constituant plutôt que constitué des opérations cognitives. Les cybernéticiens sont des champs qui cherchent la manière dont la matière prend forme, qui interrogent la prise de forme, comment est-ce qu'on fait symbole, comment est-ce que ça prend forme, plutôt que la forme déjà prise, qui est l'ensemble des opérations qu'on peut avoir sur les symboles. Bon. Il me semble que cette recherche-là, de ce qui est en deçà du code, en deçà du symbole, à la recherche de ce que serait une logique du signal, cela peut donner sens à cette différence dans les images que l'on voyait tout à l'heure. Une image du code d'un côté, une image du symbole de l'autre, une image de la forme prise d'un côté, une image de la forme en train de prendre de l'autre. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ils n'ont pas parlé d'imagination artificielle, nos cybernéticiens, mais leur ontologie duelle de l'information peut nous permettre d'envisager, je crois, ce régime d'image spécifique. Et puis, il y a toute la question de la politique critique des technologies dans la cybernétique. Il y a quand même beaucoup de choses dans cette foutue cybernétique. Je retiens ici, c'était le 3e niveau de l'imagination, rouvrir l'imagination technologique. J'ai retenu ici 6 maximes politiques qui sont extraites de l'œuvre de Wiener. En toute chose, commencer par le mode de production des savoirs, ça me semble décisif. C'est-à-dire que pour comprendre la cybernétique, cette question politique, elle est fondamentale. La cybernétique, ça a existé sous la forme que ça a pris autour de Wiener, parce que Wiener a refusé, et aussi explicitement, une certaine manière de faire science, c'est-à-dire a refusé l'enrôlement de la cybernétique dans les sciences pour la guerre, au moment de l'entrée en guerre froide aux États-Unis. Et ça aurait été une possibilité. Il faut faire de l'histoire contrefactuelle pour comprendre la cybernétique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça aurait pu être? Eh bien, ça aurait pu être la science du gouvernement des technosciences militarisées. C'était une des voies possibles. Wiener l'a refusé. Quand je dis refusé, c'est des engagements très concrets et très directs. Par exemple, un des textes politiques clés de Wiener, c'est une lettre ouverte publiée dans l'Atlantic Monthly au début 1947, dans lequel il dit « Je refuse que mes travaux puissent servir aux logiques de guerre. Et donc, je me retire, par exemple,
du champ du calcul mécanique et de l'informatique. Ça a des effets tout à fait directs, et ça fait débat, et ça fait discussion. Donc, Wiener a réfléchi, a thématisé le type de science que la cybernétique devait être, ou pouvait être, et refusé une forme d'enrôlement de la cybernétique pour la guerre. Ça joue un rôle important dans l'histoire de la cybernétique américaine. C'est-à-dire qu'il interroge en permanence la production des savoirs. Qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui ? Aujourd'hui, là, la rupture est évidente et monumentale. C'est-à-dire que si on suit quelqu'un comme Dominique Pestre du côté des études sur les sciences et ces descriptions-là, on est passé d'un régime de sciences nationalisé et militarisé, qui était celui que combattait Wiener, à un régime de sciences libéralisé, qui est celui dans lequel l'intelligence artificielle se déploie aujourd'hui, c'est-à-dire avec des acteurs privés, Facebook, Google, etc., qui ont pris le relais des anciens lieux de production des savoirs. Et ça, c'est une transformation complète de l'économie des savoirs. Et on ne peut pas penser l'intelligence artificielle aujourd'hui en occultant cette dimension-là. Et c'est-à-dire tout un transfert politique qui est parfaitement documenté du côté de la littérature sur les sciences, de science studies, sciences techniques et sociétés, sur les transformations qui ont permis à des acteurs comme Google ou Facebook, par exemple, aujourd'hui, d'être en pointe sur les questions de l'intelligence artificielle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est l'effet de contraste, si vous voulez. Wiener défend un mode de science à l'ancienne, j'ai envie de dire, celle de la physique des années 30, des petites communautés, une part importante laissée à la réflexion spéculative, contre le monde nouveau qu'il voit émerger, des sciences militarisées et nationalisées, ou nationalisées pour la guerre, c'est l'expression de Pestre. Et puis là, aujourd'hui, contexte complètement nouveau et complètement changé, que Wiener ne pouvait pas voir, qui est celui de la libéralisation des modes de production scientifique, avec l'entrée par le marché qui est devenue complètement décisive. Qu'est-ce qu'il en aurait pensé de ce mode libéralisé ? Deuxième maxime, là, il n'y a pas besoin de faire un dessin, l'information n'est pas faite pour être une marchandise. Wiener, c'est quelqu'un qui défend politiquement une forme d'écosocialisme, il faut le dire comme ça, c'est-à-dire que l'idée que les intérêts privés ne sont pas bien armés pour gérer les effets de long terme. Et donc, par conséquent, c'est à l'État de gérer les effets de long terme, y compris à la fois sur le plan social et le plan d'écologie de la production. C'est une thèse tout à fait radicale. Troisième point dans sa politique d'information, l'information n'a rien d'immatériel, ça j'ai essayé d'en discuter, je n'ai pas pu rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'était que ce physicalisme de l'information. Cette maxime politique, Wiener n'en fait à peu près rien. C'est-à-dire que la matérialité de l'information, ça n'est pas un enjeu au moment où il écrit. Aujourd'hui, il me semble que c'en est un. C'est-à-dire que du point de vue de l'Anthropocène, la question de l'empreinte matérielle et énergétique des dispositifs informationnels, elle est absolument cruciale. Donc on pourrait transformer cette vieille maxime wienerienne, l'information n'a rien d'immatériel, en un principe politique aujourd'hui. Il faut se débarrasser du mythe du robot, peut-être l'un des plus intéressants. Ça, c'est la question de l'automatisation dont je parlais au départ. L'idée de Wiener, alors c'est l'endroit, à mon avis, où les trucs sont le plus intéressants, parce que ça devient compliqué. J'essaie d'expliquer. Je vous l'ai dit, Wiener craint une vague d'automatisation, l'usine automatisée qui remplacerait les emplois, détruirait les emplois humains, etc., etc. Mais sa thèse est de dire que, en fait, il n'y a pas à craindre le robot ou le remplacement par les robots. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas à craindre le remplacement pour les robots ? Un, parce que les performances humaines et les performances machiniques sont encore très différentes. Et du côté de l'humain, on a un accès à l'intuition, à des formes d'intelligence adaptées au contexte flou, etc., etc., alors que la machine, elle, n'est capable de travailler que dans des contextes parfaitement déterminés. Et Wiener ajoute à ce moment-là, ça veut dire que ce mythe du remplacement, en fait, il n'est possible, la machine ne peut remplacer l'humain que quand l'humain a déjà été lui-même mécanisé par en dessous ou par en deçà. C'est ça son argument. Et donc c'est le titre même de l'usage humain ou inhumain des êtres humains. Le robot ne peut remplacer l'homme que quand l'homme, on fait déjà un usage inhumain des êtres humains, pour reprendre la formule de Wiener. Vous voyez l'idée ? Donc, en fait, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas le remplacement, c'est la limitation drastique imposée au travail humain qui le fait ressembler à un travail de robot. Et à ce moment-là, effectivement, les robots peuvent prendre la place. Ça
vous voyez cet argument politique un peu compliqué, là, ce retournement compliqué. Qu'est-ce qui se passe si on pense cet argument-là aujourd'hui? Moi, j'y vois deux choses. La première, c'est le fait que cet argument, il nous envoie peut-être, effectivement, du côté de la part humaine nécessaire pour l'intelligence artificielle. Et alors ça, c'est quelque chose qui a été mis en valeur par quelqu'un comme Antonio Casilli et tous ceux qui travaillent autour de la question du digital labor. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce travail humain, déjà, parcellisé, qui sert de nourriture à l'intelligence artificielle et au travail des robots. C'est-à-dire, parfois, derrière les IA, quand vous grattez derrière le discours marketing de « c'est une IA qui fait nos classements, c'est une IA qui détecte quelles publicités sont nocives ou pas nocives », en fait, ce que vous avez derrière, c'est des armées de raters humains ou de travailleurs humains, de mechanical turks qui font les tâches. Donc, regardons à chaque fois si derrière le robot, il n'y a pas ce bon vieil usage inhumain des êtres humains sous la forme aujourd'hui du digital labor. C'est peut-être orienter le regard en ce sens-là. Et puis, la deuxième chose qui fait que c'est compliqué, ça sera vraiment ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le bon vieil argument de Wiener ne tient plus. C'est-à-dire de dire, ce qu'il nous reste et ce qui fait notre humanité, c'est notre imperfection, c'est-à-dire notre recours à l'intuition, au flou, etc. C'est précisément ce que les dispositifs cybernétiques, enfin advenus, viennent battre en brèche. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Je crois qu'il y a une réponse dans la bonne vieille cybernétique. Ils envisageaient le fait qu'il y ait des dispositifs capables de s'orienter dans un milieu flou, capables d'intuition. Voilà, ils sont arrivés. Et eux, ils nous remplacent. En tout cas sur des fonctions dont on n'imaginait pas qu'elles puissent être remplacées. Peut-être qu'est-ce qui reste? Il faudra aller chercher là du côté de la philosophie des techniques un peu plus, mais ce qui reste, c'est la notion de milieu. C'est-à-dire ces dispositifs, ils déploient chacun leur milieu dans lequel ils vont pouvoir agir. Oui, mais qui se charge de la transduction entre les milieux? Qui se charge du milieu qui fait que tous ces dispositifs autonomes portant leur milieu, du milieu technologique, peuvent fonctionner ensemble? Donc j'ai l'impression que s'il reste une opération humaine ou peut-être une opération du vivant, c'est celle de l'agencement des milieux divers entre des humains, des machines et des vivants. Voilà, je vous remercie et je stoppe. Hello, everyone. So, just a very cursory note about my today's talk, and thank you, everyone, for coming to this presentation. So basically, I wanted to talk about something more relevant to, the topic of the event. Focusing on this link between artificiality, artificial intelligence, imagination, so on and so forth. I wanted to talk about, per Martin Löf, constructive type theory, which is highly influenced by Kant's account of, transcendental term, and also Kantian transcendental imagination, linking it somehow to idea of Platonic forms as universal types. But then I thought that it's not really a good idea precisely because it requires slides, and insofar as this is a Skype lecture, it's better to keep it to something that it can be relayed more easily. So, with that said, I plan to talk today about a very simple, yet what I think to be a fundamental conceptual issue in imagining the very idea of artificial general intelligence. But also, as a consequence, imagining the meaning of human mind. So, before I start, I would like to make this very cursory comment, kind of explanation about the context of my presentation. I'm coming from a German idealist tradition, I think German idealism is absolutely necessary
or understanding the limits, but also the potentials of artificial general intelligence, but also theoretical computer science as the philosophy of computation. And this is not just a philosopher saying this. I think there are many great computer scientists today who are in fact coming from this deep tradition in philosophy. So, very briefly, the idea of mind, or the idea of human mind in German idealist tradition, is understood as a project or as a task. It signifies the concrete movement of self-consciousness as a task rather than as a thing. But as I'm sure you're familiar with Kant and Hegel and other German idealists, you know that obviously this idea of mind as a project, mind as a task, rather than as something, the totality of which is already given to us, means that our self-conception or our experience of mind, what constitutes mind, is not given in advance to us. It's something that requires a process of determination. And the initial step of this process, of course, is the very egocentric view of humans and what mind consists of or consists in. So now here a problem arises. If we are saying that mind is a project, and mind is a project, it's something that is a process of determination, and what is the significance of this for artificial general intelligence? It's precisely because whatever we say about intelligent behaviors, ultimately, at this point, is going to be modeled in one way or another, circumventively, on what we experience as our own mind. So with this interdependence, then what we experience as our own mind, what we conceive as our own mind, insofar as it is, we take it as immediately present to us. Nevertheless, it is not the totality of the concept of mind. Then this requires a process of revision and determination of what exactly human mind is, on which we model any account of what we mean by intelligence, intelligent behavior, general intelligence, so on and so forth. So this is very much a Kantian Hegelian position, in the sense that mind ultimately is inseparable from the concept of objectivity, both in the sense of intersubjectivity and objective reality, an objective world. So if we are going to step outside of the egocentric view, to renew the link between ourselves and objective reality, then we need to step outside of our immediate structure of experience. So this renewal or expansion of the relation with objective reality as necessary component of mind, at the most fundamental level, requires an expansion of the transcendental subject fields of experience. How we experience our mind, how we experience our imagination, how we experience ourselves as, whether as regards
other subjects, intersubjectivity, or as regards the world in its objectivity. Absent the latter, the act of suspending, by suspending I'm referring to Hegel Aufheben, sublation, cannot be continued concretely, since either the conception of the world as radically other becomes a negatively abstract, a speculative thought verging on unintelligibility, in which case the egocentric framework of the experiencing or the minded subject can reestablish itself, this time under the guise of an alien other or material reality, or the subject is confined to a transcendental horizon unchallenged by new objective facts of experience, in which case the implicitly egocentric characteristics of the subject experience not only go unchecked, but also are liable to be mistaken for the characteristics of objective reality. So there is a problem here. You know, we are inside our own conception of the mind, which is defined by the limits or facts of our experience, the field of our experience, the existing field of experience. But then how do we know that the way that we define intelligent behaviors so as to model them artificially, so on and so forth, or modeling the mind, our models of minds are objective and not subjective in a negative sense, in the sense that they are simply the byproducts of our own egocentric experience, of our own mind. So, therefore, the expansion of the transcendental subject field of experience is absolutely necessary for the renewal of the relationship between the subject, the world, and correspondingly the transformation of what Kant and Hegel call self-consciousness as a project of self-conception and self-transformation. Here, however, as I mentioned, a problem arises. Since the limits of experience are set by the subject's particular transcendental structures or transcendental types, the scope for expansion of the field of experience is ultimately restricted to the limitation of those structures. Thus, the concrete movement of self-consciousness, the suspension of the purely egocentric framework, or the objective grasp of mind as a unifying structuring point, only begins with a critical reflection on the possibility of variation and modification of the transcendental structures. The outcome of this necessary critique would be a concrete transformation of the local transcendental subject, existing humans. To be forthright about it, there can be no concrete movement of self-consciousness, no prospects of a renewed and expanded relationship with other subjects or the world in its objectivity, and that includes mind as a part of the world, without a methodological and multifaceted transformation of the structure of the transcendental subject itself. It is in this sense that something like the program of artificial general intelligence adequately understood, emphasis on the adequately understood, is at its core a deeply philosophical project aiming to renegotiate the limits of experience and self-consciousness by carrying out a systematic and applied critique of human transcendental structures, whether pertaining to neurobiological sensory mechanisms, memory and perception, or language and linguistic faculties. Contemplating the possibility of general intelligence, how we can imagine it, and then how we can imagine a future artificial general intelligence, a thinking subject with a physical substrate that is not biological, or one that is capable of using an artificial language that in every respect surpasses the syntactic and semantic richness of our own natural languages, is to be regarded neither as a technoscientific hysteria nor as an intellectual hubris.
It is an expression of our arrival at a new phase of critical self-consciousness. So, accordingly, critical reflection on the conditions of the possibility of having mind entails both understanding what these conditions are prima facie and are, and the construction, i.e. revision and modification of such conditions by suspending the immediate appearance of them as allegedly necessary and universal. This is in fact an underlying claim throughout this presentation, that the concept of mind on which we model artificial general intelligence is not something that is immediately present to us, or something of which we have already a full grasp. If we limit our critical reflection on mind or the thinking subject to the transcendental reflection, then we risk misconstruing those accidental and local characteristics of mind that are immediately present to us as essentially necessary and universal. It is only when reflection suspends what is immediately presented as necessary and universal, but might be, as a matter of fact, be purely accidental and local, part of our own particular evolution, and instead treats necessity or universality as something to be determined and constructed, rather than something that is simply given, that it can become genuinely critical. Therefore, mind as a subject and the object of critical reflection is in reality the conception of mind as a project of determination and construction, rather than mind as a given or completed object of ordinary reflection. So, with this contextual note, I would like to start this talk today. So, this presentation focuses on a single question. How can we think about the future of artificial general intelligence if the very image of general intelligence is bounded by the contingently constituted particularity of our own transcendental structures, that is, necessary constraint or conditions of possibility of imagination and thinking in the broadest possible sense? To tackle this question, I will attempt to approach it from two different directions. One originating from the deep tradition of skepticism. By skepticism, I refer to what skepticism was meant in Pyrrhonic tradition, the labor of investigation, rather than some sort of pessimism or cynicism, the labor of investigation. Or a kind of a dynamic process which is which is encapsulated in Hegel's concept of Aufheben. And the other from transcendental philosophy, particularly Kant's transcendental psychology, namely investigating the necessary conditions for the possibility of having mind. By approaching the question of artificial general intelligence from these two directions, I will argue that what it takes to imagine the artificial general intelligence is exactly what it takes to redefine imagination and thought. No longer as given faculties, as faculties of which we have full grasp, but faculties which ought to be elaborated. And through the course of this elaboration, such faculties can fundamentally transform. Alternatively, this question, the aforementioned question, can be formulated as follows. What kinds of revisions or corrections must our self-conception go through so that we can formulate a non-trivial conception of what AGI, artificial general intelligence, is or what it can be? Or in a simplified form, it can be framed as follows. And this is the question
that I'm going to concentrate. Should artificial general intelligence, AGI, mirror or converge upon humans, or the conception of human mind, or should it diverge from it? And those of you who are familiar with this whole, kind of a pop take on AGI, there are varieties of these factions, the kind of rather fanatic cult of singularity that sees AGI being inevitable. The pessimistic ones who think that human mind cannot be artificially realized. The kind of another faction, you can say that, there will be a disconnected conception of artificial general intelligence. And so it's disconnected insofar as it is decoupled from our own conception of mind. And it's basically, it's now the subject of pure speculation. So the answer to this question depends on a number of presuppositions. The level of generality in the concept of general intelligence, what we mean by the human, and whether the question of mirroring or artificial realization and divergence is posed at the level of functional capacities, basically minimum constraints for having practical and theoretical cognitions, thinking and action, that of the structural constitution, that of the methodological requirements necessary for the construction of AGI, or that of the diachronic consequences of its realization. So if we are parochially limiting the concept of the human to certain local and contingently posited conditions, namely a specific structure or biological substrate, and a particular local transcendental structure of experience, like, for example, a specific perception of time or space, specific structure of memory, then the answer must be divergence, that AGI will diverge from our concept of human mind. Those who limit the significance of the human to this parochial picture are exactly those who advance parochial conceptions of AGI. There is a story here about how anti-AGI skeptics, specifically those who think biological structure or the structure of human lived experience are foreclosed to artificial realizability, and proponents of parochial conceptions of AGI, i.e. those who think models constructed on a prevalent sentient conception of intelligence, inductive information processing, Bayesian inference, problem solving, or emulation of the physical substrate are sufficient, adequately sufficient for the realization of AGI, are actually two sides of the same coin. Both camps' positions originate in a deeply conservative picture of the human, which is entrenched either in biological chauvinism or in a provincial account of subjectivity, a mystical privileging of the human's lived experience, or a dogmatic adherence to the abstractly universal laws of thought as ultimately the laws of nature. The only thing that separates them is their strategy with regard to their base ideological assumption. The skeptics, the anti-AGI skeptics, inflate the picture into a rigid anthropocentrism, whereas the proponents of parochial AGI, kind of like the idea of benevolent, malevolent, or disconnected AGI, this kind of singularity image of AGI, which is completely unconstrained, attempt to maximally deflate it. Thus, we arrive at either a thick notion of general intelligence that does not admit artificial realizability, or a notion of general intelligence too diluted for it to have any classificatory, descriptive, or theoretical import with regard to what intelligence is, or more specifically, what human level intelligence
would entail. In the latter case, the concept of general intelligence is watered down to prevalent yet rudimentary intelligent behaviors, based on the assumption that the difference between general intelligence, which belongs to the conception of human mind, and mere intelligent behaviors, which are quantitative, prevalent, and which are prevalent in nature, is simply quantitative, not qualitative. Conceptualization activities, or more broadly, theoretical and practical cognitions, which belong to the dimension of mind, are then taken to be pattern-governed activities. And to the extent that nature is replete with unexceptional pattern-governed behaviors, conceptual cognition and human activities are then treated at the same level as any other such behavior. But as Wilfred Sellars points out, although the conceptual activities that underline the exceptionality of the human mind may indeed be pattern-governed behaviors, they are not just any sort of patterns. They are pattern-governed behaviors that are sui generis, because they are, properly speaking, rule-governed. That is to say, because they have a formal autonomy that arises from their functioning according to intra-pattern-governed norms of behavior, i.e. rules of transitions or inference. But conceptual activities are also sui generis in a stronger sense. Their formal autonomy, which is logical and linguistic, enables the recognition of any other pattern-governed behavior in nature. And in fact, all of our recognition of pattern-governed behaviors are in fact modeled on the inferential transition of our logic and linguistic resources. In other words, without the exceptionality of pattern-governed conceptual activities core rules, the issue of the non-exceptional nature of the human within the universe, or the equivocation around pattern-governed activities, wouldn't even arise in the first place. If there wasn't conceptual activities as sui generis pattern-governed activities, we couldn't even question that we are not exceptional in the universe. We couldn't step outside of that egocentric view. So it is one thing to explain the causal origins of thinking, as science commendably does. It is an entirely different thing to conflate thinking in its formal or governed dimension with evolutionary genesis. Such a conflation not only sophistically elides the distinction between the substantive and the formal, it also falls victim to a dogmatic metaphysics that is impulsively blind to its own epistemological and methodological basis qua origins. It is the genetic fallacy that sanctions the demotion of general intelligence as qualitatively distinct to a mere quantitative account of intelligent behaviors prevalent in nature, and thus informs this kind of parochial conception of artificial general intelligence. That if we realize enough of some pattern-governed activities quantitatively, then inevitably we will stumble on something like human mind, or artificial, or general conception of artificial index of general intelligence. It should not come as any surprise that this is exactly the jaded gesture of bad anti-humanism, upon whose shoddy pillars today's discourse of post-humanism supports its case. Talk of thinking forests, rocks, worn shoes, ethereal beings goes hand in hand with the zealot cult of technological singularity, musings on the Skynet, or the market as a speculative post-human intelligence, and computers endowed with intellectual intuition. And again, by now it should have become obvious that despite the seeming antagonism between these two camps, one promoting the so-called egalitarianism of going beyond human conditions by dispensing with the rational resources of critique, the other advancing the speculative aspects of post-human supremacy on the grounds of the technological overcoming of the human condition,
They both, in fact, belong to the arsenal of today's neoliberal capitalism in its full-on assault on any account of intelligence that may remotely insinuate an ambition for collective rationality and imagination, the collective conception of mind. Having dispensed with the categorical distinction between various pattern-governed behaviors and trivialized conceptual activities as yet another set of unexceptional pattern-governed behaviors in nature, the proponent of parochial AI then concludes, if we artificially realize and put together enough rudimentary behaviors and abilities, we will essentially obtain general intelligence. In other words, the trick in realizing general intelligence is to abstract basic abilities from below and then find a way to integrate and artificially realize them. Let us call this approach to the AGI problem in imagining general intelligence hard parochialism. Hard parochialists tend to overemphasize the prevalence of intelligent behaviors and their sufficiency for realization of general intelligence and become heavily invested in various panpsychists, pan-computationalists, and uncritical anti-anthropocentric ideologies that serve to justify their political commitments and methodologies. On the other hand, if we define the human mind in terms of cognitive and practical abilities that are minimal, necessary conditions for the possibility of any scenario that involves a sustained and organized self-transformation, self-determination, self-revision, value appraisal, purposeful decision, action based on objective knowledge that harbors the possibility of deepening its descriptive explanatory powers and the capacity for deliberate interaction, negotiation, persuasion, or even threat and plotting, then the answer must be functional convergence upon the human with regard to the question that I asked, or functional mirroring, despite a structural divergence. But then a different question arises here. Should we limit the model of AGI from both a methodological perspective and a conceptual perspective, the hermeneutics of general intelligence, to the functional mirroring of the capacities and abilities of human agency or existing human subject, the transcendental subject? My answer to this question is an emphatic no. Functional mirroring or convergence is a soft parochialist, as in contrast to the hard parochialist approach. It's a soft parochialist approach to the problem of AGI and the question of general intelligence. In contrast to hard parochialism, functional mirroring or convergence upon the human mind is necessary for grappling with the conceptual question of general intelligence, as well as modeling and methodological requirements for the construction of AGI. But even though it is necessary, it is not sufficient. It has to be coupled with a critical project that can provide us with a model of experience that is not restricted to a predetermined transcendental structure or type, restricted to the local and contingent characteristics of the transcendental subject, of the thinking human. In other words, it needs to be conjoined with a critique of the transcendental structure of the constituted subject or existing humans. In limiting the model of AGI to the replication of the conditions and capacities necessary for the realization of human cognitive and practical abilities, we risk reproducing or preserving those features and characteristics of human experience that are purely local and contingent. Even their experience might be arbitrary. We therefore risk falling back on the very parochial picture of the human as a model of AGI that we set out to escape. So long as we leave the transcendental structure of our own experience of how we experience ourselves as imagining, thinking, minded, and minding subjects,
unquestioned and intact, so long as we treat our particular transcendental types by which we experience ourselves and the world as essences, we will gain inadequate objective traction on the question of the human, of what the human is and how to model an AGI that is not circumscribed by the contingent characteristics of human experience. But why is the critique of the transcendental structure in this broad, overarching scenario indispensable, conceptually and methodologically? Because the limits of our empirical and phenomenological perspectives with regard to the phenomena we seek to study, here the mind as an integrated framework of faculties from imagination to understanding and reason, are set by transcendental structures. Put differently, the limits of the objective description of the human in the world are determined by the transcendental structure of our own experience. The limits of scientific empirical perspectives are set by the limits of the transcendental perspective. But what are these transcendental structures? Well, they can be physiological, for example, the locomotor system and neurobiological mechanism. They can be linguistic, expressive resources and internal logical structure of natural languages. They can be paradigmatic, for example, framework of theory building in sciences, or historical, economic, cultural, and political structures that regulates and canalize our experience in the broadest possible sense. These transcendental structures need not be seen separately, but instead can be mapped as a nested hierarchy of interconnected and at times mutually reinforcing structures that simultaneously constitute, regulate, and constrain our experience. If you were to imagine a kind of Kantian Hegelian hierarchy of conditions and faculties necessary for the possibility of mind, we can think of, a kind of in the vein of transcendental psychology, we can think of sensibility, imagination, understanding, and reason. Now, transcendental structures then would be outlined as structures required not only for the realization of such necessary conditions and faculties, but also for moving upward from one basic condition to a more composite or complex condition, as well as moving downward from complex faculties to harness the power of more basic faculties. For example, deployments of the concept in order to manipulate the limits of imagination in its Kantian sense. The function, and that's basically what Kant calls productive imagination, which is simply understanding in new dynamic guise. Insofar as any experience is perspectival, and this perspectivality is ultimately rooted in transcendental structures, namely the structures that make it possible to have a priori knowledge of objects, any account of intelligence or general intelligence, whether in the context of describing the target model, in this case the human agent, or in the context of artificial realization based on a given model, is circumscribed by the implicit constraints of the transcendental structure of our own experience, regardless of whether or not we model AGI on humans, regardless of whether we model AGI on humans or not, our conceptual and empirical descriptions of what we take to be a candidate model of general intelligence are always implicitly constrained by our own particular transcendental structures. Here, I'm not endorsing the view that we should model a hypothetical AGI on something extracognitive, something other than human mind. Whatever model of AGI we come up with, as I mentioned, will be inevitably modeled for the time being on the human mind, or more specifically, on the a priori acts of cognition and the oughts of the theoretical and practical reason. This inexorable resource to the a priori dimensions of the human mind is not what I am criticizing here, for it is the only necessary and sound way to handle the problem of AGI. Anything else will be a hopeless shambles of dogmatic metaphysics,
a whimsical cabinet of curiosities, luring the benighted cult of posthumanism to speculate endlessly about the magical qualities of future intelligence. Now, what the critique is aimed at are the characteristics of experience of having mind. That is, the idea that categories of the conceptualizing mind, the pure concepts of understanding, are bound with the local and contingent structure of experience, to the extent that we employ these categories to give a structure to the world, the universe of data, and to make sense of experience of who we are in the world. And furthermore, insofar as the extent to which a priori categories are entangled with the contingent aspects of experience is still a widely unexamined issue, the critique of our particular transcendental structures or types should be treated as nothing more or less than the extension of the tradition of critical philosophy. And hence, this idea that I mentioned that AGI, the whole idea of our project of artificial general intelligence, adequately understood, is essentially an extension of critical philosophy of mind in the vein of German idealism. Even though it is now science that carry the banner of this critique in the most rigorous way, nevertheless, the mission of this critique is the genuine continuation of the gesture initiated by critical philosophy. And in fact, the critique of the transcendental structure is in reality nothing but the fomentation of the Hegelian gesture of this enthralling reason from the residual influence of Kantian conservatism, for which experience and reason are still modeled together. So modeling AGI and the transcendental structure of our experience in the sense outlined above is in fact a form of anthropocentrism that is all more insidious to the extent that it is hidden, because we take it for granted as something essential or natural in the constitution of human intelligence or mind and our experience of it. In leaving these transcendental structures intact, unexamined and unchallenged, we are inevitably liable to reinscribe them in our objective model. Anti-anthropocentric models of general intelligence and those philosophies of post-human intelligence that have anti-humanist commitments are particularly susceptible to the traps of this hidden form of human essentialism. Because by treating the rational category of sapience as irrelevant or obsolete, and by dispensing with the problem of the transcendental structure, a problem that can only be conceptually and methodologically tackled by the labor of different fields and through the combined forces of theoretical and practical cognitions, as a paltry human concern, we become oblivious to the extent to which our objective conceptual and empirical perspectives are predetermined by our transcendental structure. In remaining oblivious to the problem of transcendental blind spots, we place ourselves at far greater risks of smuggling in essentialist anthropocentrism, replicating the local and contingent characteristics of human experience in what we think is in fact a radical non-anthropocentric model of general intelligence. It is those who discard what non-trivially distinguish the human that end up preserving the trivial characteristics of the human in a parochial conception of artificial general intelligence. It is, of course, not the case that AGI research programs must wait for a thoroughgoing critique of the transcendental structure to be carried out via physics, cognitive science, theoretical computer science, politics, etc., before they attempt to put forward an adequate model. The two ought to be understood as parallel and overlapping projects. In this schema, the program of the artificial realization of human cognitive practical abilities coincides with the project of the fundamental alienation of the human subject, which is precisely the continuation and elaboration
of the Copernican Enlightenment, moving from a particular perspective or local frame and contingently constituted transcendental structure or type. In the same way, the project of artificial general intelligence, rather than championing singularity or some equally dubious conception of the technological messiah, becomes a natural extension of the human process of self-discovery, through which the last vestiges of essentialism are washed away from the concept of the human. What remains after this process of retrospective reassessment and prospective revision may indeed, as David Roden suggests, bear no resemblance whatsoever to the manifest self-portrait of the human in which our experience of what it means to be human is anchored. However, the precipitate abandonment of this manifest self-portrait is a sure way to re-entrench the very prejudices embedded within it. We may indeed arrive at a conception of post-human intelligence that is in no sense in congruity with what we take ourselves as, here and now. But it is highly contentious and unwarranted to claim that we can arrive at such a conception of intelligence absent or despite what we take ourselves to be here and now. As discussed earlier, such a speculation about future intelligence inevitably degenerates into negative theology. Genuine speculation about post-human intelligence, the very idea of imagining general intelligence, unimagining general intelligence in order to imagine post-human general intelligence, begins with the suspension, the Aufheben, of what we immediately appear to ourselves to be. It is thus the product of an extensive labor of determinate negation that does not start from nowhere and nowhen, but begins with a determination of a conception of ourselves at the historical juncture within which we recognize and make judgments about ourselves, i.e., a definitive where and when. To arrive at a view of intelligence from nowhere and nowhen, as encapsulated in the very idea of artificial general intelligence, we can therefore only begin with a critical view on the where and when of what we take intelligence or the human to be. That is to say, a non-trivial conception of artificial general intelligence rests on our own adequate self-conception as a task, one that is revisable, self-critical, and by no means taken for granted as immediate or complete totality. Hi, I'm going in front of the computer so you can see me. I was behind for all the talk. Maybe one question. I was wondering, what is your relationship with the field of AI and the scientific field of AI? How do you relate this questioning in philosophy to the scientific development? And for example, listening to your talk, I was thinking about a paper, a classic paper in the AI field, which is the Robert French paper. I don't know if you know it. And no, I don't. Yeah, the idea of French is, it seems to me, very close to what you defend. He says artificial intelligence is too much constrained by the idea of imitating our mind or our intelligence, and we must build or invent new forms of intelligence. And he says that inside of AI, inside of a war in AI between different paradigms, French defends neuroconnectionism, and he attacks classical symbolic AI. So this question about do we have to imitate
the human mind or go Diverse from beyond it. the contract. This question is already inside the field and Yes. related to different scientific paradigms. So, Absolutely, yes. No, I'm glad that you mentioned it. No, I had no idea. It would be great if you can send me okay. the essay. But yes, absolutely. Basically, my, I think, as you say, it's precisely people who are familiar with the historical development of the project of artificial general intelligence, which was the initial, actually, aim of artificial intelligence. And artificial intelligence has now been narrowed down to simply, doing tasks. The main, mission of the project was, in fact, artificial general intelligence. But the thing is that, as you mentioned, it's precisely because they had these kind of limited models of mind that informed extremely constrained methodological approaches to artificial general intelligence. As you say, the symbolic version, the connectionism, the Bayesian inference, now deep learning, so on and so forth. Now, what I am proposing, and I have seen this paper that somehow gets close to this, is called A Roadmap to Artificial General Intelligence. It's by Itamar Orel, Samuel Adams, and a few others. What I am thinking of is that, okay, if we are going to model artificial general intelligence for the time being on our model of mind, then also we need to come up with a model of mind that is not restricted by one single model, and hence by a restricted set of methodological scientific approaches. And that's why I think this whole idea of understanding human mind as a big toy model, in a very scientific sense, a big toy model of artificial general intelligence. So the difference between, those of you who know what toy models is, toy model is essentially, toy models come in two different varieties, the small toy model and the big toy model. The small toy model is essentially a kind of a collapsed model that compresses the original system, which you use as your model, by getting rid of huge amount of details. Now, big toy models are essentially what you might call to be a pluralistic model, in the sense that they are comprised of different models that can be, and these models can in fact be incompatible. So big toy models is essentially, the word comes from a tinker toy model, that you have different models, you tinker toy them, you put them together, and that inform a range of methodologies. And what I am interested in is kind of a big toy model of the human mind as a model of artificial general intelligence that is as much informed by something like neural materialism, informed by neuroscience and embodied mind, as it is informed by the tradition of theoretical computer science logic. So the interaction between these extremes and any kind of model that you can put between them, I think can gives us much more methodological leeway to rectify not only what we understand by human mind, but what we can imagine about future of artificial general intelligence. And the great thing about the big toy model is that they give you some sort of theoretical arbitrage. And that's the great thing. What we want at this point is theoretical arbitrage over a plurality of models, but also over methodologies. I just want to know if for you this divergence of general artificial intelligence can be a definition of imagination. Yes, you see, so basically
the links with imaginations are manifold, in the sense that, so as I mentioned, so the transcendental subject is defined by its faculties in the Kantian parlance, in the sense that there are different forms of imagination, recognitive imagination, but also productive imagination. So obviously, when we think about the mind, when we think about post-human artificial intelligence, obviously we are using such faculties in the strict transcendental sense. So, but insofar as also these faculties are limited by our specific transcendental types, then how can we really imagine a post-human intelligence that is beyond the limits of our own imaginative faculties? Now, obviously, if we try to, as I mentioned, if we try to overstretch this whole idea of going beyond the limits without the necessary labor that it entails, we end up in negative theology, because that's what exactly negative theology was. Via the negative. God defined via negative. Post-human general intelligence via the negative. But, so this is one, I think, link. And another link is really, as you say, that artificial general intelligence, adequately understood, is really the renegotiation of the limits of imaginative faculties, of how human itself imagines itself in the world. I have a question about the text of your proposition. Isn't it better that those fans of singularity keep saying nonsense ideas and don't think really well about what is intelligence, and that you continue thinking of that, then asking them to think? That's, well, if I understand well what you say. Yes, but I have been actually in conversation, I mean, I think we shouldn't really, I made this mistake in my talk, but I think the people who are, proponents of the singularity thesis come in different varieties. Not all of them are that kind of messianic, idea of superintelligence. There are more sophisticated bunch among them, but I have noticed that it essentially comes down to a very restricted domain or topic of discourse that, unfortunately, I have not found a great way of how to convince them to think, as you say. And what is exactly this specific discourse? It's the idea that they think that intelligence can be spontaneously, or in one way or another, be realized by technoscientific, dimension, or technoscientific instrumentality. Hence, circumventing the very idea of how technoscience is in fact being realized in the first place. How can we, in fact, so basically they try to, and somehow they try to de-anthropomorphize human mind by anthropomorphizing technoscience itself, as if technoscience is some sort of self-apprehending agency that can create general intelligence. And it is really hard to convince them about this, because it essentially comes down to the very idea that what is exactly the nature of technoscience? Is it really a self-apprehending thing that proceeds independent of human, in the collective sense of human mind? Or is it essentially an extended prosthesis of the human mind, or Geist, in a Hegelian sense? So it's almost a theology that they are doing or developing. Yes, as I mentioned, it's a negative theology. I think, the different varieties of singularities, as I mentioned, they're quite subtle, they're more sophisticated, but I have noticed that there is a very strong theological undercurrent among all of them.
Yes. And do they hear that when you say them, you're theologists? Do they hear that, or do they say we just work and we are scientists? And No, of course they don't agree with that because because they think that they take side with techno science. So obviously you will be furiated if someone tells you that, well, you are doing negative theology right now. Okay. Thank you to Mathieu and Reza. Of course, I have a lot of questions for Mathieu, but maybe after. Absolutely. Yeah. Thank you, everyone, for listening to me. Thank you to be with us. Have a great day. Take care, everyone.